Le diplôme, c'est une clé. Encore faudrait-il trouver la porte que cette clé peut ouvrir. Mais maintenant, pour que cette clé puisse ouvrir, il faudrait mettre peut-être un peu d'huile, un peu de quelque chose qui permet de faciliter le mécanisme. Dans votre parcours, il y a donc 2 étapes. Et moi, c'est le discours que je voudrais vous faire passer. La première étape, c'est la formation universitaire qu'il faut prendre très au sérieux. Ici, autour de la table, je peux vous le dire sans nous vanter que nous avons été d'excellents étudiants. Si nous sommes là où nous sommes, c'est parce que nous avons été excellents étudiants, pas parce que ça tombait du ciel. Nous sommes allés au ciel chercher. Nous avons traversé les nuages et même la couche d'ozone. Au-delà de l'oxygène, nous avons survécu et nous sommes revenus. C'est pour ça que nous sommes là. Il faut donc assurer la formation universitaire avec le maximum de sérieux, de discipline, d'implication. Première chose. Mais maintenant, deuxième chose, puisque j'ai dit que la destination c'est l'emploi, c'est l'activité professionnelle, la vie professionnelle, vous devez complémenter par des formations professionnelles, mais aussi en cherchant à acquérir des compétences complémentaires. Vous allez me dire, c'est quoi compétences complémentaires? On va en venir. Mes formations complémentaires, déjà, celui qui veut devenir arbitre, là, admettons, que arbitre, c'est bien, c'est vraiment personnel. C'est pas moi qui dirais à quelqu'un de ne pas devenir arbitre, monsieur les professeurs. Arbitre, ok, c'est votre destination. Mais pour devenir arbitre, vous avez besoin d'une formation qualifiante à la pratique de l'arbitrage. Puisque arbitre, c'est une pratique juridique. C'est une ingénierie, c'est un art. Et vous devez apprendre donc cet art-là. Or, cet art ne s'apprend pas à l'université. Même avec un master professionnel en arbitrage, vous ne pouvez pas sortir et dire je veux pratiquer l'arbitrage. Donc vous devez aller chercher une formation qualifiante et elle ne sera pas universitaire, elle sera professionnelle, donc post-universitaire, vous voyez, c'est-à-dire après. On a déjà fini avec l'université, on est content. Mais maintenant, on n'est pas suffisamment outillé pour accéder à l'emploi. Celui qui veut devenir avocat, on ne devient pas avocat avec un parchemin délivré par la faculté. Il y a un parcours, n'est-ce pas, d'apprentissage. Il y a un parcours de sélection qui nous permet donc d'y accéder. Celui qui veut devenir juriste d'entreprise, on ne devient pas juriste d'entreprise tout de suite avec un diplôme parce que l'entreprise a des préoccupations juridiques à résoudre. Et vous n'allez pas dire, je vais définir ce qu'est le contrat, c'est qu'une obligation pour rédiger un contrat. La technique contractuelle est une autre ingénierie. Le droit des obligations, c'est autre chose. Si vous venez réciter votre cours de droit des obligations, à la fin, le contrat n'est pas élaboré. Mais c'est à partir des éléments fondamentaux du droit des obligations que vous montez le contrat, qui n'est rien d'autre que la formalisation des accords des parties. C'est pour ça d'ailleurs que dans le préambule de tout contrat, on dit les parties ont convenu et arrêté, ou conviennent et arrêtent. Arrête, là veut dire formalise, rédige, et on a donc le contrat qui commence à se dérouler. Donc, c'est pour vous dire que, après l'université, vous devez donc rechercher, et ça il ne tient qu'à vous, les instances, les instituts, les opportunités de formation professionnelle, de formation qualifiante. Ce qui veut donc dire que vous n'avez pas fini avec l'école, comme on dit. D'ailleurs, même nous, là, on n'a pas fini avec l'école. Je vois l'immense professeur, monsieur le doyen qui est ici, il lit encore pour faire
ces grandes publications et tout, il est obligé d'aller au fond. Vous voyez comment, quand le professeur Tuel nous a fait tout à l'heure sa publication sur même son exposé, vous voyez comment il a procédé par une démarche très scientifique. Donc, vous devez savoir qu'il y a des institutions, mais c'est à vous de chercher. Je ne suis pas fondamentalement en train de faire la publicité du CADER parce que je ne suis pas dans cette posture-là ici. Mais c'est pour vous dire que vous avez par exemple ce type de formation qui vous permet de complémenter la formation universitaire et de venir vous présenter devant un jury de recrutement, cette fois-ci, pas de mémoire ou de thèse, en disant voilà ce que je sais faire. Je sais rédiger le contrat, je sais suivre le contentieux de l'entreprise, je sais conseiller les autres entités opérationnelles de l'entreprise par rapport aux préoccupations juridiques, je sais suivre une procédure d'arbitrage, je sais tenir une assemblée générale, organiser un conseil d'administration, rédiger des procès-verbaux, ainsi de suite. Ça, c'est le juriste d'entreprise ou le conseil juridique. Donc, ultérieurement, vous devez savoir une chose. Il y a des formations post-universitaires immédiates qui vous permettent d'avoir votre première chance d'accéder à l'emploi. Ça doit être des formations généralistes, type Kaku Training, qui vous permet, quand vous avez fini, de pouvoir travailler, être recruté soit dans une banque, une compagnie d'assurance, de télécom, dans une ONG ou n'importe quoi. Mais par la suite, ceux qui veulent devenir arbitres, consultants aussi, on a entendu. Mais on ne devient pas consultant en début de carrière. Nous, là, on a commencé à être consultant peut-être 15 ans, 18 ans plus tard. Parce que le consultant, c'est quelqu'un qui vend une expertise. Quelqu'un m'a présenté comme ayant été, c'est pas aux Nations Unies et tout ça. On ne m'a pas pris après la thèse. C'est pas juste après la thèse que j'ai été recruté. C'est que j'ai dû compétir avec d'autres experts. On a vu mon expérience agrégée au vu de la mission qui était là. On a dit oui, on vous retient. Et c'est pareil pour l'arbitre. L'arbitre, il faut qu'il soit nommé, mais nommé sur la base de son expertise, mais aussi de sa notoriété, de son intégrité. Donc vous avez à avoir tout de suite après l'université les premières formations professionnelles qui vous permettent d'accéder à l'emploi. Parmi ces formations, n'oubliez pas une chose, les stages. Le stage pour vous, ce n'est pas de l'emploi, mais considérez chaque opportunité de stage comme une opportunité de formation. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être exigeant avec les cabinets ou les entreprises qui vous prennent en stage quant au paiement. Il ne faut pas dire est-ce que c'est payant? Non. Est-ce que c'est payé? Pardon. Non. Ce n'est pas payé, mais si vous pouvez apprendre, ça vous fait déjà vos premières lignes de CV, des lignes pertinentes de CV. Les cours à l'université ne servent à rien dans un CV. Le CV, c'est le savoir-faire, n'est-ce pas? Ce n'est pas les connaissances théoriques. Et le stage vous permet d'avoir vos premières lignes de savoir-faire. Les formations professionnelles post-universitaires vous permettent d'avoir cela, ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. Maintenant, les connaissances complémentaires, les compétences complémentaires, c'est quoi? Vous allez me dire, je suis juriste, j'ai déjà mon master en droit des affaires, y compris même en fiscalité peut-être internationale. C'est que j'appelle un peu certains diplômes avec des dénominations sexy. Parce que fiscalité internationale, moi je n'ai jamais su à quoi ça renvoie. Donc, les étudiants voient ça, master fiscalité internationale, ils s'inscrivent parce qu'il y a le côté international. Ils se voient tout de suite en train de voyager. Non! Vous n'allez jamais voyager juste avec votre diplôme de fiscaliste international. C'est pas ça qui vous fera voyager. C'est pas comme les footballeurs vont dire c'est un international, on l'a récupéré à l'équipe nationale. Non.
il n'y a pas un pool de fiscalistes internationaux que vous allez rejoindre et chaque fois on vous met dans les avions et vous partez. Non. Donc, ce que j'appelle des compétences complémentaires, et là vraiment, je le dis avec beaucoup de sérieux, comme je l'ai dit pour les formations post-universitaires qualifiantes, c'est par exemple l'anglais. La maîtrise de l'anglais aujourd'hui est une obligation pour un jeune qui cherche à accéder à l'emploi. Et quand on dit maîtriser l'anglais, ce n'est pas simplement le agochop, l'unatom, non. C'est pouvoir travailler en anglais. Oui, parce que on a fait un entretien, quelqu'un nous dit qu'il sait s'exprimer en anglais, puis dit, ago. Donc, c'est pouvoir travailler en anglais. C'est pouvoir tenir une réunion en anglais. C'est pouvoir faire des notes en anglais, faire des rapports en anglais. C'est pouvoir aller en mission dans un pays anglophone et travailler avec des partenaires anglophones. De travailler dans un milieu où on ne parle et on ne travaille qu'en anglais. On reçoit un dossier contentieux où tout est en anglais. On doit conclure en anglais. On doit faire des comptes rendus en anglais. On doit aller dans les réunions, les audiences en anglais. Ça, là, si vous n'y êtes pas, prenez une année, une bonne année après la fac. Ce n'est pas une année de perdu. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, il n'y a aucun cabinet sérieux, aucune entreprise sérieuse qui émet une offre d'emploi pour un jeune juriste sans mettre la maîtrise de l'anglais, le fait de pouvoir travailler en anglais comme une exigence. Avant, on disait c'est un atout. Non, maintenant, on dit c'est une exigence. Toutes les demandes que nous recevons au cadre, c'est il faudrait que la personne ait fait ceci, cela, mais que la personne sache travailler en anglais. Première compétence complémentaire, incompressible. Deuxième compétence, c'est l'informatique. Quand je dis l'informatique, ce n'est pas Internet, ce n'est pas WhatsApp, ce n'est pas les messages où on écrit bonne nuit, N8 là. Hein? Vous voyez? Non, oui, voilà. Ce n'est pas là où vous confondez aussi ça et ça. Hein? C c'est dit A là, ça a disparu. Tout est SA. Bien. L'informatique, c'est, vous êtes des juristes, je vais vous dire qu'est-ce qui va vous intéresser. À la limite, Excel, là, mettez ça d'abord de côté. Franchement, Excel, c'est pour le futur expert comptable. Mais pour nous, là, Word, PowerPoint, voilà les deux choses. Les deux choses incontournables pour un juriste. Vous devez savoir rédiger des textes. Et vous n'allez pas écrire à la main. Et rédiger un texte en respectant les exigences, n'est-ce pas, d'un bon manuscrit. Vous devez savoir faire des présentations avec un vidéoprojecteur. Et ça, là, vous le ferez toute votre vie. Que vous soyez enseignant, que vous soyez formateur professionnel, que vous soyez consultant, que vous soyez juriste d'entreprise, que vous soyez avocat, que vous soyez, quel que soit ce que vous feriez, voilà ce que vous devez au minimum, dès la fin de votre formation universitaire, maîtriser. Et quand je dis maîtriser, ce n'est pas ouvrir un ordinateur et se mettre à taper. C'est d'aller vraiment dans l'art de la bureautique et de la rédaction sur la machine. Troisième et dernière compétence complémentaire qu'il faut avoir, c'est une sorte de développement personnel.